Le gouvernement commence à être plus présent pour offrir un meilleur service à la population en créant des canaux d'irrigation pour de grandes terres jusqu'alors complètement abandonnées. De nouveaux villages ont émergé, mais toujours sans accès à l'eau potable. À un certain moment, le gouvernement a accordé des subventions pour compenser son incapacité à protéger ses citoyens durant toutes ces années. Les villages se meurent à petit feu. Les jeunes continuent à quitter les villages pour s'en aller dans les villes comme Lima. J'ai connu Lima qui comprenait alors 1,5 million d'habitants. Aujourd'hui, elle en compte près de 10 millions. Cependant, dès qu'il y a un accès à l'eau potable, le village revit et les jeunes y retournent parce qu'il y a maintenant accès à de l'eau d'une façon constante et ils voient qu'ils y ont un avenir par l'agriculture. Si la population ne participe pas à la réalisation de son projet, elle n'en prendra pas soin. Si une communauté nous demande notre appui, nous posons 3 conditions. La première condition est qu'elle doit former un comité d'eau potable dans lequel 50% des membres seront des femmes. Et la seconde condition est que la population accepte de fournir la main-d'œuvre dite non qualifiée. Il faut dire qu'au Pérou, l'eau pour l'irrigation est une affaire d'hommes, tandis que l'eau pour la maison est à la charge des femmes. Nous voulions donc donner plus de responsabilité aux femmes dans la vie et dans l'organisation du village. Elles sont bien contentes que nous insistions pour qu'elles prennent leur place et elles le font très bien. Ces conditions sont non négociables. Nous leur disons que c'est leur projet et que nous, comme organisme étranger, nous sommes là pour appuyer leurs efforts, leurs initiatives. S'il n'y a pas d'effort de leur part, il n'y a rien à faire là. En gros, les gens s'impliquent pour réaliser leur projet et nous les aidons en apportant toute la direction technique, les matériaux, puis les ouvriers spécialisés pour installer la tuyauterie, construire le réservoir, etc. Puisque l'eau c'est la vie, l'accès à l'eau, ça constitue le moyen le plus efficace de lutte contre l'extrême pauvreté. Puis je crois aussi que la première intervention de tout gouvernement ou de toute ONG auprès d'une communauté d'un pays en voie de développement devrait être celle de les aider à régler leurs problèmes d'accès à l'eau une fois pour toutes. Mais attention, pour que ce soit durable, c'est la communauté elle-même qui réalise son propre projet et qui apporte la main-d'œuvre. Nous intervenons uniquement pour appuyer leurs efforts, l'eau étant la force qui nous unit à toutes ces communautés. Un autre élément essentiel du succès, c'est la présence des femmes dans les comités et dans la gestion de l'eau. Un prêtre claretin qui a missionné de nombreuses années sur le fleuve Ucayali a témoigné à cet effet au moment de son départ en affirmant que la présence des femmes dans les comités avait transformé la vie des communautés où les ailes de l'espérance interviennent pour l'accès à l'eau. On n'en sort pas. L'accès à l'eau rendu ainsi possible, c'est la vie. C'est ce qui redonne la fierté et la dignité aux pauvres. C'est ce qui les valorise. C'est ce qui transforme la vie des villages et des communautés. De travailler ensemble, de les amener à travailler ensemble pour réaliser leur propre projet, alors ça a l'effet de dynamiser les communautés, puis de leur faire prendre conscience de leur capacité, de leur force, puis ensuite ils peuvent continuer à travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. C'est pour ça que je répète que l'accès à l'eau, c'est le point de départ de tout développement. Je peux penser à un projet à la Ramada au nord du Pérou qu'on a fait il y a pratiquement 25 ans. Alors, le comité d'eau potable dans ce village-là s'est toujours renouvelé, puis a toujours été opérationnel. Puis, après 25 ans, était toujours en fonction. Puis, ils ont montré beaucoup de responsabilité. Le problème qui est arrivé, c'est que la source, le puits s'est asséché peu à peu.
à cause des changements climatiques et autres. Puis, alors, ils nous ont demandé de revenir. On a accepté de perforer un nouveau puits pour qu'il y ait plus d'eau. En plus de ça, que la population du village avait plus que doublé au cours des 25 dernières années. Alors pour nous, c'était très satisfaisant de voir qu'après 25 ans, le projet, le système d'eau était toujours en fonction, puis était toujours bien entretenu avec un bon degré de responsabilité. Alors c'est ce qui nous a motivés à retourner pour les appuyer encore cette année. Au Pérou, c'est exact que les ailes de l'Espérance interviennent dans des régions éloignées, physiquement hostiles, difficiles d'accès, que ce soit en naviguant sur les rivières de la jungle, de l'Amazonie, ou en conduisant sur les routes hasardeuses des Andes. À cela s'ajoutent aussi les marches dans la forêt tropicale ou dans les montagnes. Alors les visites dans ces villages n'ont absolument rien de confortable. En fait, le mot confort n'existe pas, ou du moins n'est jamais prononcé. On couche sur la dure, puis on accepte la nourriture locale. Puis la réalisation de projets dans des régions aussi isolées représente toujours un énorme défi et son lot de difficultés de toutes sortes. Cependant, ce qui transforme agréablement ces environnements hostiles, c'est la rencontre, le contact humain avec les gens, que ce soit avec les paysans des Andes ou les nativos autochtones de l'Amazonie. On développe beaucoup d'admiration et d'affection pour toutes ces personnes. Je regrette toujours de ne pas avoir plus de temps à passer avec eux. C'est tout ça qui explique qu'après 56 ans, je reste pogné avec le Pérou.